Bon vendredi, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir en studio l'excellent Denis Boutet! Docteur en médecine expérimentale. Salut Doc! Hey, comment ça va? Ça va Content d'être de retour, Yannick? Ben oui, j'espère que c'est pas la dernière fois qu'on jase avant les fêtes, là. Hey, j'espère. Tout dépend de toi, Yannick. Ouais, c'est ça, mais t'es un gars avec un horaire assez occupé, des fois j'ai peur de te déranger. Écoute, Des fois je prends des chances, quand j'ai une petite place qui se libère, je me dis, je vais essayer le Doc. C'est tout le temps oui. Jusqu'à maintenant. j'aime tellement ça venir avec toi. Ouais. Je Pourquoi? m'organise toujours. Mais non, je trouve qu'on fait en personnalité, en Ouais. vision du monde, puis... On se casse pas la tête avec rien. non, puis on a des beaux échanges. Tu sais, on va en profondeur sur le sujet, je trouve ça vraiment passionnant. Ouais, très cool. Puis moi, j'ai l'occasion d'écouter tes podcasts aussi. Puis à chacun de tes passages, les auditeurs apprécient à chacun de tes passages. Doc. Hey, on a plein de sujets à aborder ce soir. Je sais que tu écoutais l'émission cet après-midi avec Pascal CV, la discussion que j'avais avec Thomas qui nous a sorti des extraits de l'émission Enquête sur l'Église de la Scientologie. C'est incroyable de voir à quel point il y a des gens qui tentent de bénéficier d'une façon monétaire, bien entendu, là, des gens qui ont des difficultés dans la vie. Ouais. T'sais, de rencontrer un gars dans un garage qui est là pour te vendre des vitamines, qui te dit « Ouais, toi, t'es bipolaire, tu prends des médicaments contre ta bipolarité, arrête ça. » Ouais, ton psychiatre, c'est un cave. Ouais, Ton psychiatre, c'est un innocent. Il a fait 8 ans d'université pour sa spécialité, là. Ouais. Mais c'est un innocent. Moi, je le sais. Moi, je te vends des pilules d'un garage et je le sais que je suis meilleur que lui. Voyons. mais c'est à se demander pourquoi il y a des gens qui embarquent là-dedans. T'sais, je veux dire, peut-être que les gens ont perdu confiance envers le système. Puis, tu sais, oui, des fois, quand on regarde des statistiques concernant le Québec versus le Canada, au Québec, on en prescrit des pilules. Mais il y a peut-être une raison aussi du fait qu'on est la province. En fait, je ne me trompe pas, on est la première ou la deuxième province la plus vieille au Canada là, en termes d'âge moyen des individus. Mais de là à dire à quelqu'un, sans avoir de connaissances en médecine, non, ce que le psychiatre t'a donné comme pilule, lâche ça, moi j'ai des vitamines à te donner. Juste pour faire de l'argent, sans prendre conscience que le gars qui est en face de toi, c'est un gars qui a des problèmes de bipolarité, qui peut avoir des épisodes de schizophrénie, là, faire une psychose. Probablement. Mais tu prends quelqu'un qui est démuni, c'est pas compliqué de faire une secte. Là. Tu prends des gens qui sont démunis, que tu sais très bien qu'ils vont te laisser le pouvoir de leur vie entre tes mains, et tu leur promets la lune, tu leur promets des guérisons extraordinaires, et ils vont te suivre. Puis on s'en parlait tantôt avant l'émission, peu importe le niveau d'éducation, peu importe le niveau d'intelligence. Ça n'a pas rapport avec le QI, ça n'a pas rapport avec l'intelligence, c'est juste des fois des gens qui sont dans des mauvaises passes. Même les gangs de rue, tu lis ça. Les gangs de rue qui ciblent des gars qui n'ont pas l'air d'avoir de père ou de mère dans l'entourage, pas l'air d'avoir de famille qui s'occupe d'eux, sont un peu délaissés. Pouf! Viens-t'en dans ma famille. Ouais. Nous autres, on va s'occuper de toi. Sais-tu qu'un jour, j'ai eu peur de devenir un gourou? J'avais fait ma conférence sur l'hypnose, puis je t'en avais parlé. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y avait, je sais pas, 150, 200 personnes, et après, il y a des gens qui sont venus me voir pour que je règle tous les problèmes de leur vie. Là. Ils se remettaient dans mes mains. J'ai eu tellement peur que j'ai dit plus jamais je vais refaire une conférence sur l'hypnose. Jamais je veux avoir l'impression que quelqu'un me voit comme un gourou et que j'ai le pouvoir de sauver sa vie, parce que, ça n'existe pas quelqu'un comme ça. Le seul qui peut prendre sa vie en main, c'est toi-même, étant aidé par un psychologue, un psychiatre ou un spécialiste quand tu en as besoin. Ouais. Mais outre ça, il n'y a personne qui en sait plus que toi. Là. Et on a beau te promettre la lune, moi je suis en contact avec l'au-delà, c'est tout de la merde. Là. Tu sais, je t'entendais parler d'appareils qu'ils utilisaient. Les électromètres. Oui, c'est validé probablement pour des affaires, mais c'est pas validé scientifiquement pour de la mesure de paramètres physiologiques. Hey, je ne crois même pas au détecteur de mensonges. Puis rien m'indique là, que la personne qui pose des questions, l'auditeur qu'on appelle, là, qui pose des questions, elle a une formation là-dedans, Oui. Elle a des connaissances de base, rien m'indique ça. Puis Yannick, tu peux manipuler les données comme tu veux. Ben tu oui. peux manipuler la perception de la personne. Ouais. Tu peux créer du stress, tu peux créer de l'inconfort, et déjà, tout ce qui va, tu vas déjà créer des influences. Puis l'appareil peut détecter toutes les variations de courant alentour. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui la détecte. Donc l'appareil n'est pas fiable, pas valide dans ces circonstances. Mais le monde y croit, ils veulent y croire. C'est vraiment triste de manipuler le monde comme ça. Ouais.
Mais c'est ça. Tu sais, félicitations à la gang d'enquête là, qui ont réussi à faire un reportage qui se tient avec des témoignages, puis démontrer clairement qu'il y a des gens à l'intérieur de l'Église de la Scientologie qui sont clairement mal intentionnés dans le but de vous retirer de l'argent. Tu sais. Ouais. Ah boy. Bon, fait que finalement, moi j'avais l'intention de te proposer de devenir gourou. Là. On Oh, aurait non. prescrit les pilules pierre à feu. Oui! Ouais. Ok, oui, c'est vrai. C'est Ça devient dur comme du rock. Une petite pilule pierre à feu, les gars, ceux qui ont un peu de misère, on va donner un petit peu de mine dans le crayon. Fait on oublie l'idée, c'est ça? On oublie l'idée. En plus, t'es docteur. Je veux dire, ça résonne en moi, le docteur. Docteur Pierre Lafeu. Alors, Yannick, tu sais que tu me craquais avec ce bout d'émission-là, parce que je t'écoutais en m'en venant. Ouais. Mais juste avant le matin, il faut que je te compte, c'est que sur le chemin Sainte-Foy, Ouais. l'extraordinaire gang de gestionnaires de la Ville de Québec, ils ont mis 2 voies cyclables de chaque côté du chemin Sainte-Foy. Ouais. Qui déneige, soit dit en passant, à 3-4 heures du matin, avant les rues. Ben, à la première bordée de neige cette semaine, je peux te dire que les voies cyclables n'étaient pas déneigées. Fait que quand les livreurs de viande arrivaient pour la boucherie, ils bloquaient la route. Les gens étaient obligés d'attendre en arrière parce qu'il n'y avait rien de déneigé. Oui. Donc, ma belle-fille, elle a un commerce qui est là, Oui. qui est la joaillière. Ses revenus ont chuté depuis que c'est là. Ce matin, c'est tout du oui-dire, là, tu comprends? C'est moi ce que j'ai entendu qu'elle a raconté ce matin parce que je lui ai parlé avec sa mère. Ouais. Puis là, ils ont une réunion avec les gens du comité à la ville ce matin. Ils se crissent tellement des commerçants. Parce qu'eux autres, ce qui est important, c'est la piste cyclable. Quand ils leur disent que les revenus baissent, bien nous autres, on n'a pas ça dans nos données. Bien, c'est parce que t'es pas le commerçant, là. T'as pas ces revenus, tu le vois pas, s'ils te le disent. Ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est la piste cyclable. Peu importe les conséquences sur les commerçants. Ouais. Mais comment peux-tu être rendu en tant que conseiller municipal, en tant que maire, aussi cynique, méchant, mesquin à l'égard des citoyens, des commerçants qui paient des taxes, qui font vivre leur famille? Comment peux-tu être rendu à ce point-là en tant qu'humain? Ça me dégoûte. Je trouve ça épouvantable. Et ils ne changeront pas d'avis, là. Peu importe que les commerces ferment. Elle va regarder ses revenus, elle a renouvelé son bail pour 1 an, et si ça ne marche pas, ben, sa business ferme. Comment veux-tu qu'elle paye son loyer, ses taxes, les frais récurrents de son entreprise? Écoute, je suis allé chercher un article là, du Journal de Québec pendant que tu me racontais cette histoire-là. Puis je trouve que ça fit tellement avec la citation du chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville de Québec. Son nom, c'est Claude Villeneuve. Lui, tu comprends qu'il est sidéré un peu par l'attitude du maire ces temps-ci. Il dit, je voyais quand j'ai lu ça le matin, il dit des fois on a l'impression que Bruno Marchand se demande pourquoi sa sainteté n'a pas encore été reconnue par Rome. Ben, ben oui. Non, mais tu comprends. Moi, le terme que j'emploie avec ça, c'est l'éco-dictature. Oui. Parce que tu as une idéologie environnementale et toi, tu te donnes le droit, comme tu te prends au-dessus des autres, tu te donnes le droit d'imposer ta vision aux autres et les autres en souffriront et c'est pas ton problème parce que ce qui prime avant, c'est pas l'être humain. C'est ton idéologie environnementale. Ouais. C'est grave quand tu es rendu là. On devrait tous les foutre dehors à coups de pied dans le cul. Ça sera dans 2 ans, mon ami. Oui. J'ai toujours déploré ça, moi, le manque de pouvoir de la part des électeurs. Tu sais, C'est incroyable. Quand on met au pouvoir quelqu'un sur les promesses qu'il a fait avant d'être élu, puis à partir du moment où il est élu, il n'est plus le même, puis il ne remplit pas ses promesses, au bout de 2 ans, sur un mandat de 4 ans, il devrait y avoir un recall. Est-ce qu'il y a plus de 50% des promesses qui ont été réalisées? Sinon, let's go, recall, puis ce sera à la population de décider si on garde ce maire-là en place, ou si on garde le député ou le gouvernement en place. Toi, tu es là-dedans beaucoup. À quel moment les politiciens se sont dit « on va se foutre de nos citoyens » et c'est notre idéologie qu'on va passer au détriment des citoyens. Parce que les autres sont au service des citoyens. Ouais. À quel moment ça a craqué? On ne l'a pas vu passer, on est juste con. Je vais te dire quelque chose, là. J'ai l'impression qu'au niveau provincial, on ne voit pas ça encore. Malgré le fait qu'on a vu la pandémie passer, puis ça n'a pas été un moment reluisant pour ce qui est du gouvernement du Québec, là, loin de là. Mais c'est plus au niveau municipal. Ça a commencé avec le maire Luc Ferrandez à Montréal.
qui était maire du plateau, qui a commencé à transformer le plateau de façon à ce que ce soit extrêmement compliqué pour les citoyens qui voulaient circuler là en voiture. Même les camionneurs ne voulaient plus aller livrer sur le plateau. Puis après ça, Coder est parti. Puis c'est la dauphine de Luc Ferrandez qui a pris place, qui s'appelle Valérie Plante. Puis elle s'est éloignée du maire Luc Ferrandez, qui n'était plus maire à cette époque-là, mais sous son joug, elle s'est éloignée. Puis elle a recommencé un peu ce que tu parles, tu sais, d'avoir ses propres idées écologiques à fond. Moi, je suis un gars, tu sais, je suis pour l'écologie, je suis pour l'environnement, mais à un moment donné, le gros bon sens doit primer. Eux autres, ils ont vraiment des valeurs qui sont aux extrêmes. Puis ça, moi, je ne m'entendrai jamais avec ces gens-là. Puis je pense que Bruno Marchand est de la même trempe que Luc Ferrandez, que Valérie Plante. C'est des gens qui ont une idéologie, ils ont leurs propres idées, et même si ça va à l'encontre de leurs électeurs, ils s'en tapent royalement. Royalement, c'est incroyable. Le problème avec Marchand, c'est que là, il ne repassera pas aux prochaines élections. Ça revient un peu à ce qu'on se disait tantôt avant de rentrer en ondes, ce que je te disais. En fait, c'est, tu sais, je ne sais pas vers quel bord il va tanguer pour les 2 années qui y restent. Est-ce que ça va être, bon, je le sais que je ne serai pas reporté au pouvoir, mais je vais essayer pendant 2 ans de travailler pour mon payeur de taxes, essayer de lui faire plaisir, essayer d'améliorer la ville, ou il me reste 2 ans pour réaliser ce que je veux réaliser au détriment de mes électeurs, puis je vais le faire. C'est ça qui me reste à savoir, mais la citation de Claude Villeneuve sur le fait Peux-tu la répéter, s'il vous plaît? Juste mon bonheur personnel. Hey, tu me donnes la misère. Je te donne la misère. Des fois, en parlant de Bruno Marchand, je répète que c'est pas moi qui le dis, c'est le chef de l'opposition à l'hôtel de ville. Et savez-vous quoi? Il y a énormément d'employés qui travaillent à la ville qui m'ont rapporté ce genre de remarques-là sur Bruno Marchand. Il dit des fois, on a l'impression que Bruno Marchand se demande pourquoi sa sainteté n'a pas encore été reconnue par Rome. Cette citation-là résume tout ce que j'entends sur Bruno Marchand dans les derniers mois. C'est catastrophique pour lui. J'ai un peu d'empathie pour l'homme, là, parce que, sérieusement, là où il est rendu, ça ne doit pas vraiment être facile. C'est lui qui s'est mis dans les problèmes, ça, je le comprends. Mais j'ai hâte de voir de quel bord il va aller. Est-ce qu'il va aller du bord du citoyen ou il va se dire, regarde, oh diable, il me reste 2 ans, je vais essayer de réaliser ce que je veux réaliser. Mais tu pensais que si c'est cette option-là, il fait tout au détriment des citoyens. Il y a un impact négatif majeur sur la vie des gens. Il va détruire des commerces et tout ça, il pense qu'il a raison. C'est sectaire. Oui. C'est sectaire parce qu'il veut rien entendre. Si tu n'as pas les mêmes idées que lui, tu es automatiquement contre lui. Tu peux être puni. Ouais, tu peux pas être de bonne foi. Tu es contre lui, puis tu peux être puni. La preuve, c'est que la bombe, il mettait la vie dure aux commerçants qui osaient jaser dans les médias concernant son administration. Bruno Marchand peut faire la même affaire ou fait à peu près la même affaire. Mais si vous avez des problèmes avec Bruno Marchand, puis vous êtes capable de me le prouver, écrivez-moi à la station, je veux le savoir. Tu sais que Bruno Marchand est allé la rencontrer, là, ma belle-fille. Ah oui? Oui, il est allé là, il est resté 5 minutes avec 5 de ses sous-fifs, là, ou des gens qui l'entourent. On vous écoute. Aucun intérêt. Non. Il n'y a aucun intérêt. Lui, c'est sa piste cyclable. Il s'est fouté d'elle totalement. Il était poli. Ouais, il n'a pas été méchant, impoli, ou vulgaire, ou quoi que ce soit, là. Il était gentleman. Mais son langage, c'est « je m'en fous tellement de ce qui t'arrive ». C'est comme si, puis je m'éloigne de Bruno Marchand, mais c'est comme si ces gens-là, que ce soit le premier ministre ou les députés ou encore les maires de nos villes, c'est comme s'ils n'avaient plus l'impression qu'ils travaillaient pour le citoyen, mais ils travaillaient pour eux-mêmes. C'est comme si je suis le roi d'Angleterre. T'sais. Carrément. Je dirige, le roi d'Angleterre des années 1300, mettons, là, je dirige mon propre pays, puis les autres en dessous, je ne suis pas nécessairement obligé de les écouter. C'est ça. Je suis le deuxième après Dieu, puis vous autres, vous allez tous me suivre, puis si vous ne le faites pas, on va vous punir. On va vous couper la tête. Le deuxième après Dieu. Ouais. Mais c'est sectaire. On voit que ces gens-là ne semblent pas écouter autre chose qu'eux-mêmes concernant ce qui doit être fait à la ville de Québec ou encore à la ville de Montréal. Puis, regarde Montréal actuellement, c'est une catastrophe. On veut-tu vraiment être Montréal dans 10 ans? Non. Pas en tout. Fait que d'avoir des maires et des mairesses comme ça, je suis pas sûr que c'est bon pour l'avenir. Mais on parlait de secte. Je vais faire un rapport un peu avec ta job, Denis, parce que toi, tu t'occupes des petits groupes. Oui. Il n'y a rien de sectaire dans ton affaire.
Toi, c'est la logique, c'est la science qui est appliquée. Puis, ce qui est le plus surprenant, c'est que quand tu reçois un petit gros, tu lui dis, non, non, tu vas manger autant, sinon peut-être plus qu'avant, mais c'est juste que là, tu vas bouger, puis on va calculer ce que tu manges. Oui. Puis, tu sais, il y a une logique dans ce que tu fais, ça a été longuement étudié, puis tu as étudié là-dedans, tu as travaillé là-dedans, tu as de l'expérience, mais quand il y a quelqu'un qui t'arrive en te disant avec les yeux ronds comme des billes, Denis, tu devrais faire des programmes pour le régime cétogène, tu deviendrais multimillionnaire, puis il te regarde là, avec les yeux ronds comme des billes. Tu me dire pourquoi toi, tu n'embarques pas là-dedans, puis tu continues avec ton affaire? Jamais, parce que je serais malhonnête envers moi-même. Parce que ce que je veux, c'est que ce soit vrai, que ce soit simple. Je veux pas faire de l'argent au détriment des gens et en mentant. Ouais. Tu peux pas te créer une carrière sur le mensonge. Il y a beaucoup de gens qui se disent, embarque pas dans mon programme, il n'est pas fait pour toi. Va voir quelqu'un d'autre. C'est pas... Moi, ce que j'ai voulu faire dans ma vie, c'est présenter ma philosophie de vie, présenter mes connaissances des 30 dernières années sur l'étude du métabolisme. Tu y crois pas, j'en ai rien à foutre. Va voir ailleurs. Mais tu vas embarquer dans quoi qui est sain, dans quoi qui est durable. Voici comment ça fonctionne. C'est pas facile. Il faut que tu t'engages envers toi-même. Il faut que tu apprennes comment ça fonctionne. Il faut que tu le mettes en application. Et là, il faut que tu fasses ça jour après jour pour le reste de ta vie, si tu veux des résultats à long terme. Ça, c'est la pure et dure réalité de la perte de poids. Il n'y a rien d'autre que ça qui fonctionne. Il n'y a aucune diète qui fonctionne sur le long terme. Il n'y a aucune approche miracle. Donc, c'est ça la réalité. Et moi, ce que je te propose, c'est d'être un guide pour toi, pas un gourou. Je vais t'expliquer les démarches, les étapes que tu dois faire. Tu les appliques, tu vas avoir des résultats. Tu les appliques pas, ben, il ne se passera rien. Mais je ne veux pas être dans ce monde malhonnête de dire, moi, j'ai la vérité. Tu comprends, il n'y a pas grand monde qui fait m'ostiner sur le thème des diètes, là. Non, pas tout. Donc, mais moi, je vais toujours dire, il n'y a aucune diète qui fonctionne, c'est seulement l'équilibre de vie. Et voici comment tu l'atteins, l'équilibre de vie. C'est un travail sur toi-même. Et ça, c'est comment je suis, comment j'ai voulu faire ma business et comment je vais la faire jusqu'à la fin de mes jours. Et j'ai pas envie de me ramasser multimillionnaire au détriment de gens pour qui je sais que j'ai scrappé la vie avec des diètes stupides ou des croyances qui n'ont pas de sens. Je le sais, là, tu comprends? Je maîtrise des connaissances, je n'irai pas mentir aux gens. Je peux pas mentir aux gens. Mais quand quelqu'un vient de te dire, Denis, tu sais pas de quoi tu parles. Régime cétogène, c'est la meilleure affaire qui a été inventée dans les dernières années. Puis s'il faut, je vais te menacer. Isabelle Huot s'est faite menacer. Menacer, ben oui, Isabelle, je sais, on en a parlé. Isabelle Huot s'est faite menacer. Tu as eu des commentaires aussi désobligeants à chaque fois que tu parlais du régime cétogène. Ces gens-là sont fâchés noirs après vous autres quand vous leur dites « Ouais, régime cétogène, ouais, mais voici ce qui peut arriver. » Oui, mais puis maintenant, la mode est passée. Ah, c'est fini, là! La mode est passée. Je vais dire n'importe quoi, ça dit de cétogène, j'ai plus une plainte. Pas comme il y a 3 ans. Le 3 ans, c'était l'enfer. Le 3 ans, c'était l'enfer. Aujourd'hui, ils l'ont tout lâché. Ou ceux qui sont encore dessus, je sais pas ce qu'ils font. Là, c'est quoi la mode? Là? Y a-t-il une nouvelle mode? Là? Écoute, y a-t-il une nouvelle mode? Non. La crème Bodwig des années 80? Ouais, c'était ça beaucoup. Mon Dieu, c'était quoi notre affaire? Tu souviens-tu de la technique Nadeau? Ben oui, c'est ça que je cherchais. C'est ça que je cherchais, Yannick. Les gars, ils se tortillaient les épaules, puis c'était la meilleure. J'étais tellement crampé quand je voyais ça. Ouais. Elle est comme, mais... Écoute, la vidéo de M. Nadeau est encore sur YouTube, là. Puis quand tu regardes ça, écoute, c'est pissant. Ah oui, je sais, écoute, il faudrait aller voir ça. Ah non, mais tu vois, ça je l'ai pu. Tu roules encore sur des vieilles croyances, là, le régime paléo et tout ça. Mais tu sais, comme tu vois sur mon site, avec mon collègue Michel Lucas, qui est docteur en épidémiologie nutritionnelle, de ceux qui connaissent tous la nutrition, là, on ne parle pas de diète. On a le programme de médecine culinaire, c'est juste mange à ta faim, alimente-toi bien, puis voici c'est quoi une alimentation saine, où tu as du plaisir à manger. Je vais te conter une autre histoire. J'écoute cette semaine un reportage sur la longévité. Je nommerai pas le nom du docteur, OK? C'est un docteur aux États-Unis qui fait de la recherche sur la longévité. Il étudie des souris. Okay? En faisant de la restriction calorique, donc qui est manger assez de calories, mais pas trop. Restriction calorique chez les humains, c'est manger moins de 2000 calories par jour. Ils ont remarqué qu'il y avait une longévité plus grande de 30%. Mais le crétin, parce que je n'aimerais pas son nom, parce que j'ai envie de le traiter de crétin aujourd'hui, qui est une sommité mondiale, a décidé de manger comme une souris. Il déjeune pas le matin. Ouais. Il se bourre de liquide, parce que lui, c'est important d'avoir faim toute la journée. Hein?
il mange pas de telle affaire et de telle affaire. Il a l'air d'un cadavre ambulant et il s'imagine qu'il va vivre vieux, plus vieux que les autres. Mais veux-tu vivre vieux, plus vieux que les autres avec une vie de merde comme ça? Tu veux pas manger comme une souris, tu veux pas te faire crever de faim comme une souris. Et on arrive où mon collègue Michel Lucas puis moi, on dit, hey, avec un équilibre de vie, puis une alimentation saine du type méditerranéenne, comme on te propose, c'est là que la longévité est. Et ce que j'ai trouvé triste de cette sommité, c'est qu'il a pris un contexte de recherche chez des souris, où tu contrôles un environnement, puis ce que tu sais pas, c'est si tu prends les souris et tu les remets dans l'environnement naturel, vont-elles avoir 30% de longévité de plus? Tu le sais pas. Tu prends ça et tu dis, on va l'appliquer chez l'humain. Voyons, t'es rendu où, mon homme? T'as perdu toute logique ou quoi? Et c'est ça que je déplore de la science. Et il y a des gens, quand ils vont voir cette sommité, qui là passent sur des podcasts à répétition avec d'autres sommités, puis qu'ils se croient. Mais tu dis, mon Dieu, pauvres gens qui vont être perdus là-dedans. On a oublié de leur dire que le plaisir de vivre, le bonheur, avoir des gens qui t'aiment et qui t'entourent, bien manger, faire de l'exercice de façon modérée, l'équilibre de vie, c'est ce qu'il y a de plus puissant sur la planète. Et toi, parce que tu veux des recettes miracles et que tu crois que tu vas vivre plus longtemps que les autres, tu vas aller faire toutes ces conneries-là. Pauvre vie de merde. Ça, tu vois, c'est comme un autre clic qui embarque, ça me dépasse toujours ce domaine-là, de savoir que tu as des scientifiques qui virent cons parce qu'ils finissent par croire que ce qu'ils font s'applique à tout le monde, en tout temps, dans tous les contextes de vie. J'ai retrouvé la secte que j'avais en mémoire des dernières semaines, derniers mois. Là, chérie, si t'écoutes, là, je vais être plus gentil en fin de semaine. Okay? C'est la secte Ozempic. Ah, ben oui! Écoute, les infirmières dans les hôpitaux couraient après les médecins pour se faire prescrire de l'Ozempic plutôt que de regarder un peu ce qui se passait dans leur alimentation puis de marcher peut-être un peu plus, tu sais, le samedi et le dimanche. Yannick, j'ai publié, c'est drôle que tu me parles de ça. Ma blonde va me tuer. Je te dis, ma blonde va me tuer. J'ai publié un podcast ce matin qui s'intitule « Au Denis, as-tu peur et ils vont faire mourir ton entreprise avec toutes les pilules pour maigrir? » Parce que c'est un de mes collègues scientifiques qui me dit ça hier. Ouais. La réponse était non. Parce que j'ai dit, moi, ce que je propose, c'est une philosophie de vie. Le petit gros qui est lâche, qui veut garder son gros cul assis dans son sofa, se goinfrer, il ne sera jamais mon client. Il prendra des médicaments. L'autre qui est à un point de non-retour, qui a perdu le contrôle, ça va être bon qu'on lui prescrive des pilules pour maigrir. Quand toutes les molécules vont sortir. Le petit gros, la petite grosse qui a juste 15 livres à perdre, qui est trop lâche pour se prendre en main, puis qui c'est son apparence, puis qui ne veut pas avoir un style de vie sain, il apprendra la pilule pour maigrir, mais il ne viendra pas me voir. Les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui veulent avoir un contrôle sur leur vie, comprendre comment ça fonctionne et avoir une philosophie de vie où, avec le bonheur, l'équilibre de vie, une saine alimentation, l'exercice modéré, on va se maintenir une qualité de vie le plus longtemps possible. Ouais. Et ça, c'est ma clientèle, c'est ma philosophie. Donc, je ne perdrai jamais ma business parce que je ne veux pas ces gens-là. Je ne veux pas comme client, ils vont me taper ses nerfs, ils me puent au nez, ça ne m'intéresse pas. Dans le Journal de Québécois, Journal de Québec, Journal de Montréal, il y a une série d'articles qui sont écrits sur le Ozempic. Puis on parle d'une patiente qui avait déjà au préalable là, des troubles alimentaires. Oui. Qui avait un surplus de poids et le médecin avait décidé, entre-temps, là, il ne le fait plus, mais il avait décidé de lui prescrire de l'Ozempic, sans savoir si elle avait des troubles alimentaires avant. C'est quand même particulier. Un autre, c'est pas sur cet article-là, mais je vais de mémoire, un gars qui avait quand même un bon ceinturon, une grosse bedaine, on lui disait qu'il était beaucoup trop gras. Donc, il devait maigrir, puis lui, ben, il se plaignait de douleurs au ventre, puis finalement, on s'est aperçu qu'il y avait un cancer. Mais le médecin est tellement habitué de voir des gens qui sont obèses, qui disent, ben là, si t'as mal au ventre, si t'as ci, si t'as ça, maigris, puis après ça, tu viendras m'en voir. Puis le monsieur, il avait un cancer, un cancer quelque part dans le ventre. Là. Je vais te compter une de mes clients de ma grandeur, à peu près 5 et 6, qui est rentré me voir à 250 livres. Il me raconte son histoire. C'est une boule. Oui. Il dit, j'engraisse, Denis, je me mets engraissé, je me mets engraissé, je me mets engraissé, je vais voir mon médecin.
Ils disent non, non, tout est beau, c'est parce que tu manges trop, coupe ta bouffe, tout le kit. Mais puis, écoute, c'est pas pour critiquer le médecin, mais je veux juste te dire comment l'obésité positionne l'esprit des gens. C'est toujours t'es gros parce que tu manges beaucoup. Puis c'est les médecins, là? Oui. Ça, faut pas que tu aies ce jugement-là. Parce que ce qu'on a omis de faire chez cette personne-là, c'est d'aller regarder sa thyroïde. Et il y avait un cancer de la thyroïde en progression. Il y a eu une chirurgie majeure. Il a été magané. Il a été intubé. Écoute, vraiment incroyable, c'était rendu à l'extrême. Puis après, je l'ai eu après. Mais écoute, c'était tellement difficile de le faire maigrir. Mais il a tout acquis des bonnes habitudes de vie. Mais pendant tout ce temps-là, je ne sais pas si c'est l'été passé ou l'autre, il est mort d'un infarctus. Cœur n'a pas suivi. Cœur n'a pas suivi. Quand tu vas voir ces articles-là, il ne faut pas que tu penses que les obèses qui se disent on n'est pas bien traité, on est jugé. Il ne faut pas les ridiculiser et rire d'eux autres. Il faut bien comprendre que ça arrive très souvent parce qu'on ne comprend pas l'obésité. J'ai fait des formations à des spécialistes sur la physiologie, le métabolisme, l'obésité. Ce ne sont pas des formations qu'ils ont. Ils ne les ont pas, on ne leur donne pas. Et c'était comme, excuse l'anglicisme, eye-opener. J'ai ouvert un monde qu'ils ne connaissaient pas. Et la problématique, c'est quand quelqu'un qui se présente, qui est obèse, si ta première idée, c'est « il est gros parce qu'il mange trop », tu viens de le classer dans une catégorie. Hey, je vais te donner un exemple, Yannick, OK, de catégorie, juste pour que les gens comprennent comment on se fourvoie dans notre cerveau. On fait notre entrevue après-midi. Il est 2 h du matin. Ça cogne à ta porte. Je m'en vais. Tu ouvres la porte. Tu es un peu à l'esprit embrouillé. Voyons, Denis, qu'est-ce que tu fais ici? Yannick, je fais un rallye. J'ai besoin d'un morceau de bois de 3 pieds par 7 pieds. Je te donne 10 000 $. Si tu me donnes le morceau de bois de 3 pieds par 7 pieds, tu as 5 secondes. 4, 3, 2, 1. OK, je suis parti. Toi, tu retournes te coucher, tu accroches ta porte de chambre. Alors, tu regardes ça, c'est en bois. 3 pieds de large par à peu près 7 pieds haut. Si j'avais enlevé les gonds, j'avais donné ma porte à Denis, je l'aurais fait 10 000 $. Pourquoi? Parce que dans ta tête, la porte était dans la catégorie porte, n'était pas dans la catégorie morceau de bois 3 pieds par 7 pieds. Donc, si toi, quand il y a un gros qui se présente devant toi, ta conclusion, avant même qu'il t'ait parlé, c'est qu'il est gros parce qu'il mange trop, ton cerveau est biaisé automatiquement. Faut pas que tu aies ce jugement-là. Okay. On ne mettra pas tous les médecins dans le même panier, mais pourquoi que ça existe encore en 2023 des médecins qui ont ce biais-là? Parce qu'on nous a enseigné depuis tout le temps que maigrir et engraisser, c'est une relation entre ton apport en calories et ta dépense énergétique. Mange moins de calories, tu vas maigrir. Donc, la conclusion de tout le monde, et c'est la science encore aujourd'hui, là. Je suis le seul qui parle de métabolisme, là, et qui dit que le métabolisme, c'est pas juste un nombre de calories, c'est une distribution des réserves énergétiques qui est gérée par le système nerveux et le système hormonal. Et comme on doit enseigner à tout le monde depuis 1940 que maigrir, c'est manger moins de calories, la conclusion que tu as quand tu vois quelqu'un d'obèse, et c'est probablement une bonne conclusion dans un grand pourcentage de cas. Mais si tu généralises à tout le monde, ça peut arriver que tu fasses une erreur à un moment donné. Oui. Puis une erreur sur 100, c'est une erreur de trop. C'est une erreur de trop parce que on a tellement mal formé les gens dans le domaine de la perte de poids que ça a amené à porter un jugement automatique. Et je le sais, j'étais dans le domaine de la science. Et c'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas une mauvaise volonté du système médical. C'est juste une mauvaise connaissance ou une connaissance pas assez approfondie du système médical. Donc, on placote, toi puis moi, là. Tu sais, j'écoute ça, les gens qui veulent l'avoir facile, on va attendre le médicament, là, qui va être un peu comme le médicament d'Ozempic, qui va être en vente dans 2-3 ans, on va prendre ça, puis ça va aider ma vie. Puis de l'autre côté, ça peut te tuer. On le sait que exactement, on le sait que c'est pas la solution, puis ça peut nous tuer. La solution, c'est bouger puis manger un peu plus équilibré. Puis à long terme, vous allez voir les bénéfices de ça. Mais tu sais, les villes là, qui nous arrivent avec leurs projets de 15 minutes. Là. Oui. Donc, tu habites, tu magasines, tu fais ton épicerie, tu travailles dans un rayon de 15 minutes à pied. 1 kilomètre. La science, c'est 1 kilomètre. Ouais. Tu crées une ville. Mais eux autres, ils appellent ça des villes 15 minutes. Ouais. J'imagine que ça prend, en marchant, tu fais 1 kilomètre en 15 minutes. C'est ça, exactement.
Je me demande si c'est justement pour pas lutter contre ces gens-là. Ils se disent, regarde, les gens, ils comprennent pas, ils veulent des médicaments, nous autres, on veut pas leur donner des médicaments, on va les faire marcher, on va les faire bouger, puis ils n'auront pas de char. Fait que tu veux ta bouffe, tu prends ton peteux, tu le lèves de ce divan, tu marches, tu t'en vas à l'épicerie, puis tu reviens en marchant. Ouais. J'ai l'impression qu'à long terme, c'est ça qu'ils veulent faire avec nous autres. Tu sais que le message, est pas ce message-là, mais le message pour la santé est très mauvais. On pense qu'en transmettant de l'information aux gens, ils vont vouloir s'occuper de leur santé. Non, c'est pas ça. C'est que les gens, il faut qu'ils le veuillent vraiment. Je disais, en Australie, c'est là que ça coûterait plus cher d'avoir une voiture. OK? C'est là que, parce qu'ils n'en veulent pas de voiture, ils ont des taxes épouvantables sur les voitures, puis c'est l'endroit au monde qui a le plus de Ferrari. Ils ont essayé de décourager les gens, mais les gens veulent des Ferrari. Fait qu'ils s'en foutent, ils achètent des Ferrari. Le message passe pas. Si tu veux amener des changements, il faut que tu amènes des gens à le vouloir sans qu'ils se sentent oppressés. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les villes de 15 minutes ou d'1 kilomètre, où tu as accès à tout à l'intérieur d'1 kilomètre, amènent des gens à marcher beaucoup plus. Parce que c'est facile, c'est pas loin, c'est gérable humainement, tu ne demandes pas trop d'efforts, puis ça serait très bien. Donc, naturellement, les gens le veulent. Tu as créé un contexte de vie où les gens n'ont pas à penser et ils vont le faire. Donc, tous nos messages de clown, excuse-moi de le dire de même, on va dire aux gens, faut que tu bouges, faut que tu marches, c'est bon pour ta santé. Je le fais aussi, je le fais d'une autre manière, et mon but, c'est pas de... C'est pas de dire aux gens, fallait, tu vas mourir, puis des messages négatifs. C'est de positionner les gens mentalement dans un contexte où tout devient facile. Mon programme, c'est ça aussi. Si je te positionne dans un contexte où ça devient facile, si tu le fais, la grosse partie, c'est le début. Il faut que tu t'impliques. Mais après ça, tu es dans un état d'équilibre de vie. Et si tu crées des villes comme ça, où il y a un état de mouvement qui se crée de façon naturelle, tu viens de gérer un gros problème. Donc, tout ce qui est ton idée de faire de la promotion de la santé, où on dit que le gouvernement devrait investir dans la promotion de la santé, où je sais très bien que ça ne fonctionnera jamais, parce que les gens ne l'entendront pas, l'écouteront pas, voudront pas le faire, ça ne marche pas. Mais si tu crées le contexte où les gens veulent le faire, tu changes toute la vie des gens. Fait moins de monde dans les hôpitaux aussi. Ben oui. Ouais. Hey, je vais te parler de quelque chose de personnel. Mon père était obèse. À savoir s'il était obèse morbide de mémoire, j'étais quand même assez jeune quand il est décédé. Là. Il était gros. Il n'a pas déjà pogné le 300, c'était un 6,2 baraqué, mais qui ne s'entraînait pas vraiment. Et son père aussi, il était gros. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était très petite, là, très mince et très petite, ce qui fait en sorte que je me situe entre les deux au niveau de la grandeur, puis je me situe entre les deux au niveau de la grosseur. J'étais à 180, 190, là, je varie à peu près de 10 livres aux 6 mois. Puis, des fois, j'entends souvent, souvent, l'obésité, c'est de père en fils, ou de mère en fille, ou de mère en fils, père en fille. Est-ce que tu embarques là-dedans, toi? C'est 30% du déterminant. C'est 30% qui détermine. Le reste, c'est toi. Même, je te dirais, ce que je vois beaucoup dans la littérature, c'est que 80% est en lien avec tes habitudes de vie, puis un 20% avec ta génétique. Oui. Puis, je suis un peu d'accord avec toi, mais j'ai pas les études que tu as, bien entendu, mais souvent, on voit un gars qui est obèse, qui rencontre une fille qui est mince, puis après un an, les deux sont comme en surpoids. Ouais. Ou des fois, c'est le contraire. C'est la fille qui est en surpoids, le gars arrive, il est super mince, a les mêmes habitudes que sa conjointe, pouf! Choisis tes 6 premiers amis ou tes 6 premières personnes avec qui tu te tiens dans ta vie parce que tu vas devenir ce qu'elles sont. C'est cruel, ça. Oui, c'est cruel. Ça a une live quand choisis tes amis, ou carrément. Si tu te tiens avec des gens qui sont obèses, tu vas adopter leur comportement. Sans savoir. Sans savoir. Et tu vas te mettre à engraisser. Tu vas dire, je comprends pas. C'est pas moi, ça, engraisser comme ça. Pourtant, je fais attention. Non, tu fais pas attention. Tu es devenu les comportements de tes amis. Ah, à plus petite échelle. Moi, quand j'étais avec des chums, je ne bois pratiquement jamais de seul chez nous. Là. Je peux prendre un verre de vin le samedi avec ma blonde, là, mais c'est bien rare qu'on prend beaucoup d'alcool. Mais quand j'étais avec mes chums, mettons qu'on s'en va en voyage pendant une semaine, je bois plus. Là, parce qu'eux autres boivent plus. Ben oui. C'est vrai. T'as raison. On est influencé. T'es obligé de te dire que t'as raison. Oui, puis ça te prend, dans un monde comme ça te prend énormément de contrôle de soi. Le contrôle de soi, c'est ta capacité d'affronter les tentations, les difficultés puis le stress en maintenant un plan.
Il y a peu de gens qui ont un bon contrôle de soi. C'est-à-dire, moi, mon plan de vie, là, tu sais, comme moi, mettons, on irait en party ensemble, vous seriez tous sous, là. Moi, j'aurais pas pris plus qu'une bière dans ma journée. Pourquoi? Tu t'es toujours limité à ça? Je me suis, écoute, de un, j'aime pas assez ça. Deux, je sais l'impact que ça aurait à long terme parce que dans ma tête, à moi, mon objectif de vie est sur un long terme. Et je veux pas affecter ça. Je veux maintenir le cap sur mon objectif de vie, qui est de vivre le plus longtemps possible avec la meilleure qualité de vie possible. J'espère que ça se fasse jusqu'à la dernière journée de ma vie. Que un jour, je suis en forme, le lendemain, je ferme mes yeux et c'est fini. That's it. C'est ça, c'est réglé. Mais j'ai pas dégradé pendant 10 ans à venir une étape où je me promène en chaise roulante, je me mâche les gencives, je me fais torcher par quelqu'un, je regarde un mur blanc, je perds mes capacités cognitives, je me souviens plus de personne. Ça, ça veut pas dire que ça m'arrivera pas. Mais ce que je peux dire, c'est que je mets toutes les chances de mon côté pour que ça n'arrive pas. C'est quoi un blocage? Parce que sur ta page Facebook, tu as fait une vidéo que j'ai pris la peine de regarder. C'est hier que tu l'as fait ou avant-hier? Oui, hier ou avant-hier, je ne me souviens plus. Ouais. Puis tu disais pour les sportifs, les athlètes et les coachs, tu donnais des trucs comment se débarrasser des blocages. Oui. Pour les auditeurs, c'est quoi un blocage? Un blocage, puis c'est pas juste dans le domaine du sport, c'est dans tous les domaines de la vie, c'est que tu veux atteindre un objectif. Et à un moment donné, tu n'avances plus. Tu es bloqué, là. Tu cherches des solutions et tu n'en trouves pas. J'ai toujours appelé ça des paliers, man. Oui, mais quand vient le découragement, les gens abandonnent. Fait que tu restes toujours au même niveau. Okay. Tu n'avances plus. Et souvent, les athlètes, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont faire de plus en plus d'efforts pour de moins en moins de résultats. Et là, tu as les problèmes de dépression, les problèmes d'humeur, les problèmes d'anxiété qui viennent se lier à ça et qui font que c'est un cercle vicieux qui devient infernal. Et ce que j'expliquais dans le podcast, c'est que tout dans notre vie dépend de la perception de l'information qu'on a et de la compréhension de l'information. Puis je mettais 2 niveaux dans la présentation. Le niveau 1, c'est que toi, tu as des connaissances limitées. Tu travailles avec des coachs ou un environnement qui, bien qu'ils soient probablement très bons, ont des connaissances limitées. Et on travaille tous à l'intérieur de ces connaissances. Donc, on a une perception partielle de ce qui se passe et une compréhension partielle de ce qui se passe. Et que font la plupart des athlètes ou des gens, c'est qu'ils vont toujours essayer de changer un aspect de ce qui est dans le niveau 1, mais qui n'a jamais marché jusqu'à présent. Dans le domaine du sport, comme je dis, c'est toujours, ça ne marche pas, il faut que tu sois plus motivé, on va augmenter ton volume et ton intensité d'entraînement. Ça, c'est la réponse numéro 1 qu'on a partout, puis la réponse la plus conne. Et ce que je disais tout le temps, si on veut passer au niveau 2, il faut avoir une meilleure compréhension, donc il faut aller analyser d'autres variables. C'est pas juste l'entraînement, c'est ta nutrition, c'est la qualité de ton sommeil, c'est ta vie quotidienne, c'est ton niveau de stress, c'est ta perception de tes objectifs, sont-ils réalistes ou irréalistes? Et là, tu viens rajouter d'autres objectifs. Tu es en train de faire une enquête beaucoup plus globale sur l'athlète, et là, tu vas dire, non, c'est pas l'entraînement le problème, là. C'est que là, tu n'as plus assez de calories, tu es en train de perdre ta masse musculaire, tu dors peu assez, la fatigue s'installe, tu n'es plus capable de récupérer. Donc, ce portrait de niveau 2 nous dit, mais voici comment on va régler le problème. Et quand on règle le problème, on passe à un autre niveau. Parce que j'ai une plus grande perception de l'information, j'ai une meilleure compréhension de l'information, parce que je suis allé analyser beaucoup plus en profondeur. Mais les gens s'arrêtent toujours au niveau 1, qui est leur croyance. Si ta croyance pour un athlète, c'est qu'il faut qu'il s'entraîne plus pour être meilleur, t'es fini. Un peu le jugement qu'on avait tantôt. Si tu juges qu'un obèse, c'est de sa faute, parce que tous les obèses, c'est tous de leur faute, parce qu'ils mangent trop, tu viens de porter un jugement, tu ne feras jamais une analyse en profondeur. Tu vas rester au niveau 1, tu vas faire une interprétation qui est catégorisée, et tu vas te tromper. Garde en tête Palier, parce que je ne veux pas l'oublier, là. Le dernier passage que tu as eu sur nos ondes, il y a un auditeur qui nous avait écrit par rapport au sommeil. Ouais. Puis, il m'avait dit, Yann, est-ce que tu peux poser la question à Doc Boucher, à savoir si le sommeil peut avoir un impact sur l'obésité? Absolument. Puis, j'avais pas vu la question passer, puis je regardais les textos pendant que j'étais chez nous le soir, tu sais, qu'est-ce qui s'était passé dans la soirée pendant qu'on était ensemble. Puis, j'avais-tu pas posé question de tous les auditeurs. Puis, celui-là m'avait comme impressionné, parce que c'était la première fois que j'entendais parler d'obésité puis sommeil. Je me suis dit, je vais en parler au Doc, puis il me dira qu'est-ce qu'il en pense.
le manque de sommeil, ou peut-être le surplus de sommeil, tu sauras me le dire, mais quel impact que ça peut avoir sur l'obésité? Si tu dors mal, tes risques de devenir obèse sont de 50% supérieurs. Oh shit, OK. Oh shit. Ce qui, a priori, pour moi, semblait une question banale quand on était en ondes. Le soir, je l'ai relu, je me suis dit, je vais toujours bien demander, puis pouf, tu vois. Je vais te conter une anecdote qui est seulement une étude de cas. OK. D'accord? J'ai un mécanicien que je suis depuis des années Ouais. en performance sportive. Dans les 2 dernières années, son pourcentage de gras passe d'à peu près 12%, puis il remonte vers 18%. On fait des analyses, on va voir son médecin pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas, mais tout est beau de ce côté-là. Là, je vous dis, écoute, on va revenir au journal alimentaire, que tu le remplisses, que j'ai plus de données. Tu vas refaire un test de VO2 max pour que je fasse des analyses. Finalement, son test de VO2 max, il a la même capacité, sauf qu'il est moins élevé à cause de son surplus de poids. Et là, je vais voir sa courbe, parce que moi, je n'analyse pas un poids en 2 données. J'analyse une courbe de tendance. Et au moment où on a commencé à s'en parler, qui est vers la fin octobre, j'ai vu une augmentation de sa masse musculaire et une diminution de son gras, qui est le meilleur profil métabolique que je peux observer. OK. Et là, je l'appelle, j'ai dit, OK, depuis la fin octobre, dis-moi qu'est-ce qui a changé dans ta vie. Ben, il dit, je pense que je dors plus. J'ai fait beaucoup plus attention à mon sommeil. C'était peut-être 1 heure de plus par jour, et ça a tout changé son métabolisme. Puis comment tu t'expliques ça, ton avis de docteur Ben, c'est en que médecine expérimentale? ton métabolisme a besoin d'un état d'équilibre pour brûler du gras. Ouais. Si tu manques de sommeil, tu entres dans un état de fatigue où ton corps, tes cellules vont systématiquement orienter l'utilisation de leur réserve énergétique vers les glucides. Et tu vas stocker davantage de gras parce que pour ton corps, tu es en situation de survie, tu es en situation de danger. Au moment où tu rencontres un stress psychologique, un stress physiologique, une maladie, un manque de sommeil, ton corps, il se sent en danger. La réaction de ton corps, à ce moment-là, c'est toujours de stocker des réserves énergétiques, stocker du gras, si ça dure longtemps. Et c'est ce qui se passe au niveau du manque de sommeil. Intéressant. Est-ce qu'on doit reprendre nos heures de sommeil? Exemple, moi, je dors pas beaucoup, très honnêtement. C'est autour de 5 heures, 6 heures, des fois 7 heures quand mes enfants me permettent ça la fin de semaine. Mais est-ce qu'il y a des fois, puis je vais t'avouer une chose, je suis pas capable, mais des fois, mettons le dimanche, ils sont pas là. Je me dis, hey, normalement, je me lève tout le temps vers 6 heures. Là, je vais me lever à 8h30. 6 heures, j'ai les yeux bien ouverts. Ah oui, parce que tu t'essayes de contrôler consciemment un processus qui est inconscient. OK, mais comment je fais pour dormir un peu plus? Ben, je vais te le dire. Mettons que tu te lèves la nuit, tu as envie de pipi, tu vas faire pipi. Non, ça, c'est que toi, à mon âge. À ton âge, oui. À mon âge, oui. Moi, je suis pas encore rendu là. Mais tu te lèves, tu viens te coucher. Ouais. Puis là, la première question que tu te dis, c'est hey, est-ce que je vais me rendormir? Puis là, tu regardes l'horloge. Tu dis, oh mon Dieu, si je dors pas assez, moi, être fatigué demain. Là, il faut que je dorme. Mais là, tu essaies consciemment de t'obliger à dormir, alors que c'est un processus totalement inconscient. La seule manière que tu as, c'est OK, je me recouche, je suis réveillé, je suis curieux, je me demande dans combien de temps je vais me rendormir. Tu viens de remettre au subconscient l'effet de dormir. Donc, c'est la même chose. Le lendemain matin, si tu dis hey, je vais dormir plus, dis-toi que tu vas te lever à 6 heures, non pas à 8 heures. Puis la question que tu devrais te poser, hey, je vais être curieux demain matin, est-ce que je vais dépasser le 6 heures et de combien? Tu n'essaies plus de contrôler consciemment. Tu es curieux. Tu ne fais plus aucun effort. Au moment où tu fais un effort mental pour dormir, qui est une question par rapport à ton sommeil, tu imposes une obligation à la durée de ton sommeil, le moment où tu dois t'endormir, c'est fini, tu ne dormiras plus. Fini. Okay. Donc, tu dois avoir une liberté totale, accepter que tu es réveillé la nuit, juste laisser faire, bon, je vais demander, je vais me rendormir, tu restes entre 2 mondes, puis là, à un moment donné, pop, tu as décroché. Mais si tu es à regarder l'horloge, je dors pas encore, il faudrait que je dorme, c'est fini. Tu te conditionnes. Ce que je fais, parce que je vais essayer de faire ce que tu me dis, là, mais ce que je fais instinctivement, c'est je me lève, je vais déjeuner, je fais un peu de lecture, après ça, je vais me recoucher. Puis là, je suis capable de me faire un genre de 20-30 minutes de sommeil, puis je me dis, ah ben tiens, je viens peut-être de récupérer ce que j'avais. Est-ce que c'est habitude de vie ou tu étais génétiquement conçu pour peu dormir? Ah, c'est une bonne question, je ne le sais pas. C'est juste que en souffres-tu sur l'aspect de la concentration, de la fatigue générale? Sais-tu quand est-ce que je souffre? Quand? Moi, je me couche tout le temps là, à minuit et demi. Okay? Ouais. Puis, je me lève tout le temps vers 6h, 5h30, 6h. Okay? Ouais. Et
je souffre quand je me couche à 2 heures du matin puis je me relève à 6 heures. Bon, ça veut dire que ton rythme circadien, le rythme circadien, c'est que dans ta journée, tu as 90 à 120 minutes où tu es bien réveillé, Ouais. puis tu as 20 minutes où tu calmes. Toi, à minuit, minuit et demi, ça va bien, mais passer ça, si tu vas te coucher à 2 heures, ça veut dire que tu es dans ton pic où tu es réveillé. C'est ça. Mais à minuit, minuit et demi, c'est probablement dans le creux où tu dois aller dormir. C'est le bon temps d'aller te coucher. Comme je disais, pour les gens qui ont besoin de diminuer le stress, observe tes rythmes circadiens. Tu as toujours 90 à 120 minutes où tu es très actif, puis il y a 20 minutes où tu as envie de caler, là, tu te sens en perte de concentration. Ben, va relaxer, va méditer, va te coucher, va dormir. Ouais. Ton 20 minutes, c'est là que ça va te faire le plus de bien. Mais admettons qu'on y va avec un calcul facile. On se couche, les gars, on se couche tout à minuit, puis on se lève tout à 6 heures, puis on fait ça pendant 7 jours. Est-ce que c'est bon, ça, de faire ça avec une régularité? Parce que, Tout dépend de ton rythme circadien. Okay. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est le 8e jour où je vais dormir juste 5 heures que je vais sacrer tout ce que j'ai fait comme la semaine Non, dernière. tu sacres rien, c'est cette journée-là qui a des conséquences négatives. OK. C'est pas que tu as 7 jours de mauvais sommeil en arrière de toi. Là. Tu peux avoir 7 jours de bon sommeil, mais la journée où tu dors mal, le lendemain, tu t'en ressens tout de suite. C'est instantané. OK. À ce temps, je te parle des paliers, puis il faut que je fasse une petite pause, mon ami, dans les prochaines secondes. Pas de problème. Quand j'arrive avec des paliers, quand je m'entraîne, j'arrive des fois avec des paliers où je n'ai plus aucune progression. J'essaie de regarder si je mange moins bien. Des fois, non, il n'y a pas de réponse là. Je mange aussi bien ou aussi mal, tout dépendant. Là. Je ne parlerai pas de ce que je mange. Mais est-ce que je dors moins? Non, je dors à peu près la même affaire. On dirait des fois que c'est des paliers psychologiques. Puis moi, dans mon cas, je reste quand même sur ce palier-là sans progresser. Je continue, puis tout d'un coup, pouf! Tu parles de quel type d'entraînement musculaire? Musculaire, oui. Musculaire, OK. Puis, qu'est-ce qu'une progression pour toi? Ben, exemple, je sais pas, moi, mettons bench press. On a de la testostérone ici, là, le soir, quand on jase, toi puis moi, on est rempli de testostérone. Je m'en vais faire du bench press. Ben là, je peux commencer à monter mes charges à chaque 4-5 jours. Puis là, tout d'un coup, pendant 10 jours, je suis pogné avec la même charge. Puis là, ça avance plus. Puis là, je continue. 15 jours, je suis encore avec la même charge. Puis 16e, 17e jour, pouf, ça monte. Je suis capable de monter d'un 5 à 10 livres. Tu travailles trop sur une courte durée la force. Et ton problème, c'est que tu n'entraînes que la force. Tu n'entraînes que des charges lourdes. Quand en réalité, l'entraînement musculaire, c'est que tu crées de par l'entraînement des messagers chimiques qui vont augmenter l'accumulation de protéines et tu vas développer de la masse musculaire. Si ton but est de t'entraîner en force, tu ne peux pas toujours t'entraîner en force constamment. Si tu veux améliorer ta définition musculaire et prendre un peu de volume, ça veut dire que là, il faut que tu passes à des cycles. Il faut que tu passes à du 3 séries, du 4 séries, du 5 séries, un culturiste par semaine. 10 séries, un culturiste va être à 20 séries par semaine. Donc, il y a tout cet aspect-là de stimulation mécanique et physiologique que, de ce que je comprends, que tu n'utilises pas dans ton entraînement. Tu es vraiment sur un entraînement de base et non pas un entraînement stratégique. Et c'est pour ça que tu rencontres des plateaux très longs. OK, je comprends. Est-ce que c'est la même chose pour un coureur? C'est la même chose pour un coureur. Même affaire. C'est la même affaire. Partout. Tout le temps. Il faut vraiment que tu analyses, en fonction du volume d'entraînement, quelle amélioration tu as obtenue. Sur le plan musculaire, est-ce que tu veux travailler la résistance, la force, l'endurance? C'est quoi que tu as besoin? Est-ce que tu veux travailler plus en définition musculaire? Je suis vraiment en force. Je m'entraîne vraiment en force parce que sinon... Mais tu t'entraînes tout le temps en force. Sinon, parce que sinon je joue au hockey ou au deck hockey, fait que je m'entraîne comme d'autres façons. Je cours aussi. Ben, tes plateaux, c'est vraiment que ton corps a besoin de récupérer. Parce que c'est trop. Tu as trop de déchirures, tu as trop de micro-déchirures musculaires à travailler en force. Donc, tu n'as pas le temps de récupérer. Fait que ton plateau, c'est vraiment le temps où ton corps dit là, je suis plus capable, donne-moi un break, je vais essayer de récupérer puis régler mes micro-déchirures. Ouais. Mais toi, tu le fais pas. Fait que toi, tu dis hey, je veux forcer pendant ce temps-là, quand tu devrais ralentir, diminuer la charge. Puis après ça, dire OK, là, je peux faire un boom. Voilà. Et là, tu auras une plus grande progression. Tu vois, l'importance de jaser de ça avec des gens qui ont des connaissances. Là, il va falloir que je te parle de mes étirements parce que je ne fais pas d'étirements, mais là, je suis capable d'attacher mes lacets. Yannick, ça fait juste un peu plus de hey, on va se parler de la perception psychologique. Mes lacets! Hey, on va faire un test ensemble après la pause. OK, si d'accord. Doc Boucher, si on veut te rejoindre, on veut participer à ce que le Doc Boucher fait, c'est-à-dire j'ai un problème de poids, je veux le régler à très long terme, je veux que jusqu'à la fin de mes jours, je conserve ou je perde du poids. On peut te rejoindre de quelle façon? DenisBoucher.com.
le Aussi plus simple, le plus facile. Puis si vous m'appelez, c'est toujours moi qui réponds. On fait une courte pause et on revient tout de suite. Ce soir, on est avec le Doc Boucher, denisboucher.com, docteur en médecine expérimentale, qui est avec nous. Bon, on parlait de souplesse là, tantôt. Je vais t'avouer une chose. Dans des situations où, mettons, je joue au hockey, je peux être considéré comme étant un joueur très très souple. Parfois, j'étais à la défense ou, mettons, au DK hockey, je fais des splits. Mais dans ma vie, en général, dès que j'essaie d'attacher mes lacets, il faut toujours que je crie un peu avant. Puis là, j'attache mes lacets, puis quand je me relève, faut pas que je me relève trop vite. Je crie aussi en me relevant. Qu'est-ce qui se passe avec notre corps quand on est dans la quarantaine, dans la cinquantaine, dans la soixantaine? Ben, on parle de la souplesse un peu, mais ce que tu es en train de me décrire, c'est que si tu fais la split au hockey, ça veut dire que tu as une souplesse dynamique importante, c'est-à-dire sur un mouvement dynamique, tu es capable d'aller chercher une bonne amplitude, mais sur un mouvement relativement statique, lent, tu crées une tension musculaire, probablement qui est une tension de perception. Parce que si tu es capable si tu as une bonne souplesse dynamique, il n'y a rien qui t'empêche d'avoir une bonne souplesse quand tu te penches en avant. Donc, c'est un changement de mentalité qu'il faut que tu appliques. Comme tu es habitué de te pencher, puis de souffrir, puis de crier, ton cerveau envoie un message à tes muscles qui disent « Hey, contractez-vous, gang, parce que ça va faire mal. » Puis il ne faut pas qu'ils se rendent en bas, OK? Parce que là, on peut déchirer. Mais si tu changes ton attitude mentale, puis tu dis « Hey, pendant que je vais descendre en bas, au lieu de crier, je vais expirer doucement. S'il y a trop de tension, je vais prendre un 10 secondes de break. Puis je vais redescendre un petit peu. Puis si je prends une autre 10 secondes de break, je vais m'arrêter, puis je vais aller plus loin. » Là, tu es en train de changer le message à tes muscles. Tu es en train de dire « Hey, gang, je ne vous ferai pas souffrir. Là. On va y aller par étapes. Je sais que c'est long, là, ce que je viens de te demander là. Mais si tu veux le régler le problème, il est à peu près juste là. Parce que c'est ton attitude mentale qui place ta musculature dans un état de tension. Et quand tu modifies mentalement cette dynamique-là, tu augmentes ta souplesse, comme ça. Parfait. Maintenant, c'est quoi l'importance de faire des exercices de souplesse quand on est rendu dans vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine? T'évites tous les maux de dos possibles. C'est ça l'avantage, hein? Hey, c'est incroyable. Okay. T'évites de te blesser aussi quand tu t'entraînes. Ouais. Ça, c'est certain. Ça a un avantage sur le développement musculaire. Ça a un avantage sur la circulation sanguine. Ça a un avantage sur ton état d'esprit. Parce que si tu fais des étirements, tu es obligé de rester connecté avec tes muscles. Ton esprit arrête de divaguer un peu partout. C'est comme une méditation en mouvement. Okay. Tu es obligé de bien respirer. T'sais, si tu te penches, tu bloques ta respiration, ben, tu as envoyé encore le message à tes muscles que les gangs, il faut se tendre. Là. Ouais. Puis, parce que là, on va se faire mal. Mais si tu es dans un autre contexte où tu respires, tu as ton attitude très différente, ça change les choses. Mot de dos, je me souviens d'un client, à un moment donné, une douleur incroyable. Là. Puis j'avais très bien compris qu'avant même qu'il se penche, les muscles étaient tendus. Là. Puis là, j'ai dit, regardez, on va faire un test ensemble. Je vais foutre un crayon à terre. Vous allez le chercher, mais avant d'aller le chercher, vous allez mettre votre main sur la table. Vous allez relaxer. Quand vous allez sentir que vos muscles vont être détendus, vous allez mettre un genou à terre, vous allez vous pencher, vous allez ramasser le crayon. Mais jamais je veux vouloir de tension. Que ça prenne 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, vous ne vous penchez pas. Tant que vous n'avez pas cette détente dans votre dos, vous n'avez pas confiance que vos muscles vont rester détendus. Je me souviens plus de combien de temps que ça a pris. Il a fait ça. Ça a fonctionné. Ça a tellement changé son attitude mentale que dans les semaines qui ont suivi, ça a réglé la majeure partie de ses maux de dos. Parce qu'il est allé voir son médecin, il est allé voir son physio, il avait tous fait une bonne job. Mais ce qui restait dans la problématique, c'était la problématique de crainte mentale. Et avec ça se joint aussi, si j'ai mal dans le dos à 40 ans, qu'est-ce que je vais avoir l'air à 60 ans? Est-ce que je vais être en chaise roulante à 70 ans? Ton cerveau est automatiquement en train de faire une projection dans le futur des conséquences de ce que tu vis en ce moment. Et ça devient de pire en pire. Et tu es toujours en train de te protéger jusqu'au moment où il arrive quelqu'un comme moi qui va dire, regarde, relax. Ton médecin te dit, on fait des radiographies. Là. Oui, tu as de la dégénérescence, mais comme tout le monde à partir de 30 ans, c'est pas si grave que ça. Ton physio te dit que tout est bien réglé, tu es parfaitement mobile. Bien, ce qui reste, c'est toute ta peur qui te crée cette douleur.
Denis Boucher, c'est toujours le fun de te recevoir. J'apprends plein de choses, puis en plus, c'est pour le bénéfice de ma santé. All right, Pour ce qui est des auditeurs qui voudraient participer au programme, il y en a-tu qui commencent bien? Ouais, ben écoute, il me reste, je pense, c'est 12 places pour le mois de décembre. OK. Puis le 15 décembre, je ferme. Les gens qui veulent commencer pour le programme de perte de poids, ça se fait là. Puis on embarque pour combien de semaines? Tu as 3 mois, 6 mois, 9 mois, selon ton objectif. OK. Puis on parlait de dos. J'ai aussi mon nouveau programme d'exercice thérapeutique pour le dos. En plus. Qui est là. Fait que les gens peuvent aller voir sur denisboucher.com. Il y a des questions, vous m'appelez. Tout simplement. DenisBoucher.com, merci beaucoup. Merci Yannick. Je te souhaite de passer un beau week-end de même qu'aux auditeurs. Puis on se rejase lundi pour ce qui est de Marceau le midi à 11h. Salut!